Bonjour à tous, comme vous voyez dans le titre, j'ai décidé de faire une ligature des trompes. Avant même de commencer la vidéo, je tenais à préciser que cette vidéo n'est pas du tout une provocation à tous ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est un choix personnel par rapport à mon vécu, par rapport à ma vie, c'est tout. Maintenant que j'ai fermé cette petite parenthèse, je tenais aussi à m'excuser si ce que je vais dire peuvent blesser justement les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Pour commencer, pourquoi ce choix? La majorité des femmes fait ce choix à 35 ans, voire même plus. Moi, je l'ai fait à 31 ans. Pourquoi? Alors déjà, il faut savoir que j'ai 6 enfants. Certes, je n'ai jamais eu de soucis particuliers pendant la grossesse. J'ai toujours eu une belle grossesse, à part la période de diabète gestationnel que j'ai vécu pour mon 6e. Mais qui, je vais dire, par rapport à d'autres personnes qui ont dû souffrir pendant toute la grossesse, c'est vraiment banal. C'est pas par rapport à un traumatisme lié aux enfants ou l'accouchement ou la grossesse ou après l'accouchement, ce n'est pas du tout le cas. C'est juste que je ne me voyais plus être enceinte, avoir des enfants après mon 6e. Moi, j'ai fait le choix de faire l'instruction en famille, c'est-à-dire l'école à la maison, comme disent la plupart des gens. Et je ne me voyais pas à chaque fois tomber enceinte et m'occuper en même temps de ma fille qui a 11 ans. Parce que là déjà, il y a un décalage de 11 ans entre ma plus grande et ma petite dernière. Et j'ai pas envie d'avoir un plus grand écart entre des enfants éventuellement à naître, ce qui n'arrivera pas. Et en même temps, j'ai envie de profiter des plus grands sans pour autant être handicapée parce que je viens d'avoir un enfant. Donc déjà, c'est par rapport au nombre d'enfants, par rapport au temps que j'ai envie de consacrer justement aux enfants. Aussi par rapport à mon âge, je ne me vois pas à 40 ans avoir encore un enfant. Vu comment mon corps tombe facilement enceinte, si je ne trouvais pas de solution, je risque à tout moment de tomber enceinte tous les 1 an, tous les 2 ans. Et aussi parce que moi, je ne supporte presque aucun moyen contraceptif. Si j'ai fait ce choix, c'est par rapport au rythme aussi, par rapport à mon choix de vie, de m'occuper des enfants, parce qu'il faut savoir que quand on fait l'instruction en famille, comme moi je le fais, je suis presque H24 avec les enfants, sauf quand ils font leurs activités au conservatoire, au sport, mais après ils sont tout le temps avec moi. Donc si à chaque fois je suis enceinte ou je viens d'accoucher, c'est compliqué, c'est très compliqué, même si comme je le dis, j'ai toujours eu une grossesse, on va dire normale, j'ai toujours eu un bel accouchement, j'ai pas eu de temps, on va dire, de repos proprement parlé après chaque accouchement. Et ça aussi, justement, c'est la raison pour laquelle j'ai pensé arrêter le fait d'avoir un enfant, parce que je sens que mon corps, il n'est plus comme quand j'avais 20, 22, 24, 26 ans. Mon corps commence à être fatigué de toutes ces nuits blanches, il faut le dire, parce que les enfants, quand ils sont en bas âge, je ne sais pas si vous avez une vie parfaite, des enfants parfaits, mais en tout cas le mien, ça me donne des nuits blanches. Après, pendant la grossesse, on n'arrive pas à dormir le soir. Après l'accouchement, on va allaiter. En tout cas, mon cas, je vais allaiter, donc presque toutes les nuits, je ne dors pas. Ensuite, ils commencent à faire leur nuit, mais moi, je n'ai pas encore retrouvé mon rythme normal. Après les 9 mois de grossesse, plus le temps d'allaitement, plus le temps que eux ils fassent leur nuit. Donc physiquement, c'est usant, c'est fatigant. Je ne me plains pas, je dis juste la réalité des choses, qui je pense est la réalité de beaucoup de femmes, mais qu'on n'ose pas forcément parler autour de nous, par peur d'être jugée et par peur d'être prise comme une mauvaise mère, ce qui n'est pas du tout le cas. On a le droit d'être fatigué, on a le droit de le sentir, et je pense qu'on devrait plus avoir le droit de le dire, de ne pas se renfermer. Enfin bref, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Alors, comment ça s'est déroulé? Pour mon cas, je savais déjà depuis, on va dire 2-3 ans, qu'il faut un temps de réflexion pour faire le choix d'une ligature de trompe, comme pour la vasectomie pour les hommes. Quand j'ai su que j'étais enceinte de mon 6e, je savais déjà, depuis le début de ma grossesse, que ce sera ma dernière grossesse. Donc, j'ai parlé à mon gynécologue, c'était en avril 2020. Je lui ai fait part de mon projet de faire une ligature des trompes. Donc on a déjà complété le papier dès lors même où j'étais encore enceinte.
Donc on a compté à partir d'avril 4 mois de réflexion. Il faut savoir qu'en juillet j'ai accouché. J'ai tout de suite parlé à la sage-femme qui s'occupait de moi pendant mon séjour à la maternité. Quand ma fille est née, je lui ai expliqué que voilà, j'ai le papier comme quoi je passerai le délai de temps de réflexion, du coup avril, mai, juin, juillet, mois de juillet justement, le jour de mon accouchement. Donc je lui ai expliqué que dès que vous estimez que mon corps est prêt, je peux tout de suite passer à l'opération, que ce ne sera pas un souci, que je suis prête. Alors elle m'avait expliqué que ça ne marchait pas comme ça, qu'il fallait que je prenne rendez-vous. À partir de là, je sortais de la maternité. J'ai appelé la clinique pour fixer un rendez-vous. Donc on m'a donné un rendez-vous que le mois de décembre. Donc imaginez-vous, depuis le mois d'avril, ça cogitait dans ma tête, avril, mai, juin, juillet. Là, il faut que j'attends jusqu'en décembre. 9 mois sont passés, je suis venue voir, donc c'était un autre gynécologue. Parce que, entre-temps, le gynécologue qui m'avait consulté en premier, avec qui j'ai signé le papier, va partir à la retraite. Donc, du coup, ce sera un autre gynécologue qui va s'occuper de moi. Donc là, c'était un jeune. Et le jeune m'avait expliqué que voilà ce qui se passe. Je ne vais pas rentrer dans les termes techniques parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Mais en gros, si inciser les deux trompes, je sais même pas si c'est le bon terme. Et comme ça, j'aurai toujours des ovulations tous les mois, comme toutes les femmes normales, mais ça ne va pas s'accoupler, je sais pas le mot, avec le spermatozoïde de mon mari. Donc, j'ai posé une question. Je lui ai demandé si un jour, éventuellement, j'aurais envie d'avoir un enfant. Est-ce que je peux le faire de manière extérieure? Et donc, il m'a bien expliqué que oui, que ce n'était pas le but de faire cette opération, que si on veut faire l'opération, c'est justement pour ne plus avoir d'enfants, certes, mais oui, c'est possible scientifiquement, que ça va coûter cher et que ça va être compliqué pour moi de trouver un gynécologue qui va accepter de le faire. Voilà, donc il m'a bien expliqué que si je veux faire ça, c'est vraiment que je suis sûre à 100% que je ne veux plus du tout avoir d'enfants. Mais il y a une chance de 0,8%, si je ne me trompe pas, que je peux encore tomber enceinte après l'opération. Donc moi je vous dis, si je tombe enceinte après cette opération, je vais envoyer, je pense, mon mari dans un test ou je sais pas, un laboratoire pour vérifier mais qu'est-ce qui se passe, parce que lui, même si on enlève tout, ben, il va encore tirer à balles réelles. Donc là par contre, je ne comprendrai pas. Si en anesthésie générale, c'est ce qui m'a fait appréhender un petit peu parce que j'ai jamais été opérée de toute ma vie. Et du coup, j'avais un petit peu peur. Ensuite, j'avais demandé, c'est ça en fait que j'aimerais plus discuter avec vous. C'est tout ce qu'il faut savoir sur comment ça se passe, comment est ton état après l'opération, comment est ton état avant l'opération, comment ça se passe, toi tu allaites ton enfant, parce que c'était mon cas, j'allaitais ma fille, je l'allaite toujours, là elle a 8 mois, et je continuerai de l'allaiter tant qu'elle en aura besoin. Ça c'est un autre sujet aussi. Donc, on m'avait expliqué que ça va, que c'est pas compliqué, il y aura toujours des risques dans toute opération, mais c'est vraiment minime. Oui, j'étais assez rassurée. On m'avait dit qu'on va me faire 3 points donc, sur le nombril, c'est pour faire entrer le micro. Je ne sais pas si on le prononce soéloscopie ou cohélioscopie. Vous allez me corriger, c'est pas grave. Après, il y aura deux sortes on va dire, de soudure qui va justement couper, qui va inciser, ou je sais pas comme je vous dis le bon terme, les deux trompes. Ensuite ce sera fait, donc je me réveillerai tranquillement et après je pourrai même rentrer chez moi. Alors avant ça, j'avais rendez-vous avec un anesthésiste qui m'avait expliqué encore une fois ce qui allait se passer, que si j'étais vraiment d'accord, que c'était vraiment mon choix. J'ai dit oui, j'ai signé encore un papier et voilà. 2-3 jours avant, j'ai déjà commencé à tirer mon lait parce que ma fille est allaitée exclusivement. J'avais l'espoir que le lait que je tirerais sera assez pour elle pendant toute la journée de l'opération. 48 heures avant, j'ai dû faire un test de coronavirus. C'était négatif. Alors le jour de l'opération, c'était le 11 janvier 2021. Je me suis réveillée à 5 heures du matin. J'ai préparé tout le monde comme d'habitude parce qu'on ne pouvait pas laisser les enfants toutes seules à la maison. Donc on était partis en famille, comme si on va faire une petite promenade. Ensuite il m'avait déposé, j'étais arrivée vers 7 heures.
Ça y est, je suis dans l'hôpital, je vais partir directement dans la salle Deuxième dans le étage. bloc opératoire. On m'avait laissé un petit peu, on ne m'a pas trop calculé. On m'a envoyé au bloc opératoire à 9h30. Parce qu'au début, j'étais dans la chambre où j'allais rester après l'opération. Ensuite, on m'a mis dans une chambre, on va dire une chambre d'attente, je sais pas trop. Et ensuite, on m'avait envoyé dans la chambre d'opération. Arrivé dans le bloc opératoire, on m'avait mis une masque. Alors, je lui ai demandé aux chirurgiens, aux gens autour, ils étaient sympas par contre. Hein. J'étais bien à l'aise, on rigolait, on faisait des petites blagues. Je leur ai même dit, dépêchez-vous parce que là, je commence à avoir faim. Ah oui, j'ai complètement oublié cette étape-là. Avant l'opération, on faisait une douche. C'était une douche avec de la bétadine. Donc je me shampouinais les cheveux, j'insistais bien derrière les oreilles, j'insistais bien sur les aisselles, sur tout le corps. Ça y est, j'ai fini de prendre ma douche, j'ai profité pour faire une lessive. Je vais boire de l'eau avant minuit parce que à partir de minuit, je ne pourrai plus ni boire ni manger jusqu'à mon opération de demain. J'espère que vous m'entendez très bien malgré le bruit de la machine. Donc je vous souhaite une très bonne nuit et à demain. Je vous montre à peu près ce qu'il me demande de faire. Donc comment pratiquer la douche à la bétadine. Donc il faut enlever le vernis, couper les ongles, écurer les ongles. Donc là c'est déjà fait. Ensuite il faut se mouiller le corps. Ensuite il faut appliquer le savon antiseptique en commençant par les cheveux. C'est ce que je vais faire tout à l'heure. Donc la bétadine c'est celui-là. Ensuite, il faut suivre les étapes, quoi, du haut vers le bas. Et ensuite, il me demande de le faire ce soir. Il faut enlever tout ça. Ensuite, après la douche, il faut mettre des vêtements propres, se brosser les dents, ne pas se maquiller, se coucher dans des draps propres. Et demain matin, je dois faire la même chose et remettre des vêtements propres, qui est logique, après un bain ou une douche, quoi. Voilà. Une semaine avant, j'étais partie voir une esthéticienne pour tout enlever, toutes les poils du maillot. J'ai fait l'intégrale. Je me suis dit, il vaut mieux faire, comme ça j'ai pas besoin de me raser le jour de l'opération et qu'il n'y aura pas trop de repousse parce que je sais qu'en épilation à la cire, il faut du temps pour que ça repousse. Je m'égare encore, mais c'est pas grave. C'est ça qui est bien. Je suis dans l'ambiance, donc je vous raconte tout ce qui s'est passé. Donc j'étais arrivée du coup à l'hôpital, j'ai fait ma petite douche du soir avec la bétadine. Le lendemain matin j'ai refait ma douche, j'étais pas maquillée, je sentais la bétadine sur tout le corps. Et j'étais partie à l'hôpital comme ça. Je suis arrivée, on m'a fait mettre des vêtements très sexy. C'était un truc bleu là comme vous voyez à l'hôpital. Et avec une culotte jetable. J'avais expliqué à la sage-femme, malheureusement, pas de bol pour moi, j'avais mes règles ce jour-là. Heureusement, c'était pas le premier ou le deuxième jour de règles, c'était presque la fin. Donc je leur ai demandé si c'était possible de garder ma serviette. Le temps d'arriver au bloc opératoire, ils m'avaient dit il n'y a pas de souci. Donc je continue, je reviens au récit où j'étais au bloc opératoire. On m'a mis très à l'aise, ils sont tous très sympas. Et après, je leur ai demandé de faire assez rapidement mon opération parce que je commence à avoir faim. Depuis la veille minuit, je n'ai rien mangé ni bu jusqu'au matin. Moi qui allaite, moi qui a toujours faim, moi qui a déjà galéré pendant toute la grossesse à ne manger qu'une toute petite quantité à cause de cette satanée diabète gestationnel, franchement, c'était pas cool quoi de ne pas manger encore parce que tu te fais opérer. Donc arrivé dans le bloc opératoire, on m'a mis à l'aise encore une fois, on m'a mis sur le lit, on m'a mis le petit masque que je leur ai demandé, j'ai enlevé, je leur ai demandé est-ce que c'est ça qui va m'endormir? Parce que moi en fait j'appréhendais plus le fait de m'endormir, de ne pas me réveiller après l'opération, c'était ça qui me faisait plus mal que l'opération en lui-même. Je ne sais pas ce qui allait se passer, je sais, on m'avait expliqué en gros ce qui allait se passer, mais je sais dans ma tête que je ne sentirais rien parce que je serais endormie. Mais moi, ce qui me faisait peur, c'est que je ne me réveille pas.
Après, je ne sais pas, vous, si vous avez déjà fait une opération, si vous avez appréhendé comme moi, mais en tout cas, moi, c'est ça que j'appréhendais le plus. Donc, je leur ai demandé à chaque fois, j'étais pas rassurée, je leur ai demandé, est-ce que c'est pour m'endormir? Ils m'ont expliqué, non, c'est juste pour vous détendre, parce que vous avez l'air très stressé. Alors après, là, ils m'ont expliqué ce qu'on va mettre dans votre, du coup, à partir du tuyau qui était là. C'était ça qui va aller vous endormir. Et moi, en fait, je refusais de dormir. En fait, dans ma tête, je refusais de m'endormir. Je pense qu'il s'est passé assez longtemps pour que j'accepte enfin de m'endormir. Ils m'ont dit, fermez les yeux. Et dès qu'elle commence là, elle commence à s'endormir. Quand j'entends ça, je me réveille, je leur disais, non, non, je ne suis pas encore endormie, parce que j'avais peur. J'avais très peur de ne pas me réveiller, ou j'avais peur que je ne sois pas assez endormie, qu'il commence l'opération. Je ne sais pas, je m'imaginais des films dans ma tête. Mais en tout cas, tout s'est bien passé. Je me suis réveillée d'un coup. Là, j'étais dans une autre salle peut-être, ou je pense que j'étais dans la même salle. Je me suis réveillée, je leur ai dit, est-ce que je suis bien réveillée? Ils m'ont expliqué que oui, c'était l'opération s'est bien passée, on va vous mettre dans l'autre salle après. Et du coup, j'allais me rendormir, mais ils m'ont expliqué que non, 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 là par contre, il faut plus se rendormir. Parce qu'au début, quand je me suis réveillée, j'ai demandé de me rendormir, ils ont dit allez-y, mais après je me suis réveillée et ils m'ont dit de ne plus me rendormir. L'examen continué, on m'avait expliqué que tout s'est bien passé, on m'a mis dans l'autre salle. Vers 16 h, on m'avait dit que je pouvais sortir, 15 ou 16 h. Donc je me suis réveillée à 14 h. À 16 h, on m'avait dit que je pouvais appeler quelqu'un pour me ramener, que je ne pouvais pas rester seule pendant la première nuit, en tout cas, que je ne dois rien porter de lourd, que je dois toujours être à côté de quelqu'un, surtout la nuit, que je ne pouvais pas allaiter ma fille jusqu'à 48 heures. Moi, j'ai pas du tout préparé du lait pour 48 heures. Hein. Je ne suis pas non plus une vache à lait. Je ne pouvais pas tirer en 2-3 jours du lait pour 3 jours, pour 4-5 jours plutôt. Non, non, non. Mais ça, je vais vous raconter. Au fur et à mesure, je vais y arriver. Donc, je suis rentrée chez moi. Donc déjà, pour savoir, quand l'anesthésiste avait dit que c'était pas vraiment une grosse opération, que je vais me rétablir assez vite. Mais par contre, on m'avait expliqué aussi qu'on pouvait me donner 15 jours de repos s'il fallait. Si moi j'avais besoin, si je travaillais. Mais vu que je suis maman au foyer, je leur ai dit que non, qu'il n'y a pas de souci. Et que j'aurais quelqu'un avec moi qui s'occupera de moi après cette opération. Donc la première nuit, c'était horrible. Ils disent pas vraiment en fait ce qui se passera après. Ils ont dit oui, vous allez avoir un peu mal, mais non, 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 j'avais très très mal après. Déjà de base, je ne suis pas quelqu'un de douillette, hein. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, tous les accouchements peuvent peuvent le confirmer et tout ce que j'ai vécu dans la vie. Je ne suis pas une très grande sportive, mais par contre, moi, je supportais assez la douleur. Je ne vais pas me plaindre tout le temps. Si je me plains, c'est que j'ai vraiment, vraiment, vraiment mal. Donc, j'avais eu très, très mal, je ne sais plus, vers minuit ou vers 3 h, je ne sais plus du tout. Mais j'ai pleuré, hein. J'ai pleuré. J'ai réveillé mon mari, je lui ai dit, j'ai trop mal, fais-moi un truc. En fait, lui, il était inquiet, il voulait appeler tout de suite la clinique parce que oui, j'avais le droit d'appeler la clinique, mais je lui ai dit que c'est peut-être juste post-opératoire, que c'est peut-être juste normal, mais il vaut mieux pas les appeler. Ah oui, j'avais 3 pansements, c'était dans des gros pansements, mon nombril et les 2 côtés. On m'avait dit de ne pas trop mouiller les parties, que je ne pouvais pas aussi faire du bain, en tout cas les 15 prochains jours. Donc j'ai pleuré, j'ai pris de l'antidouleur parce que forcément je ne peux pas prendre autre chose. Donc j'ai pris du Dafalgan, parce que j'allaite, c'est pour ça. Et ça n'a pas du tout calmé le truc. On va dire que j'ai passé 3 heures de temps à souffrir. Donc j'ai pas du tout dormi de la nuit. En plus ma fille, qui depuis 5 h du matin ne m'a pas vue, elle demandait du lait. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai pas par contre suivi ce qu'on m'avait dit qu'il fallait attendre 48 heures. Moi, dans ma tête, je me disais que ce qu'on m'avait mis dans le corps, c'était pour m'endormir. Là, je suis réveillée. J'ai toute ma tête. Je ne souffre pas de quoi que ce soit.
Donc ce que je vais faire, je vais vider mes deux seins et le prochain remontée de lait, je vais revider et le prochain, je vais le lui donner. Et c'est ce que j'ai fait. Mais je peux vous dire que j'ai eu presque 1 litre de lait à jeter. J'étais très malheureuse de jeter tout ça parce qu'on dit que le lait c'est de l'or blanc. Et c'est vrai en plus. J'ai nourri tous mes enfants avec. Et là quand je voyais ça jeter comme ça, j'étais vraiment... Plus tout ce qui s'est passé, j'étais assez triste. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Donc après le prochain lait, je l'ai allaité. Et ensuite, le lendemain, c'était pareil. Je ne vais pas dire que c'était la même douleur, mais j'avais très mal. Donc pour restituer un petit peu, parce que comme ça, si vous aussi vous voulez faire cette opération, que vous ne savez pas encore trop comment vous allez vous organiser, déjà je vous dis, les escaliers, impossible. Non, 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 impossible. Porter les choses lourdes, ma fille pesait 7 kilos, je ne pouvais pas la porter. J'avais très très mal. J'avais du mal à me lever, j'avais du mal à m'asseoir sur le WC. Là, je vous parle pour les premiers jours, les 3-4 premiers jours, j'avais encore du mal. Et aussi, parce qu'on m'avait mis un tuyau, après peut-être que ce n'est que moi, c'est personnel, mais en tout cas, moi, pendant presque 2 semaines, la douleur était là, certes, mais j'avais mal à la gorge. Je sais pas, et on m'avait expliqué que c'est par rapport au tuyau qu'on m'avait mis au fond de la bouche, mais c'est vrai que j'avais très 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 mal à la gorge. Et ça s'est pas arrêté pendant 15 jours. Pendant les 15 jours, j'avais très mal à la gorge. J'avais du mal à parler aussi, peut-être justement aussi à cause de ce tuyau. Mais voilà mon expérience par rapport à ma ligature des trompes. Donc, quel conseil je donnerais et qu'est-ce que j'aurais changé si j'avais le choix? Si là, je reviens en arrière. Je pense que ce que j'aurais changé, vu que moi j'allaite, j'aurais pris un petit peu plus de temps en avance. J'aurais pris plus 1 semaine, je pense, à tirer mon lait pour avoir plus de repos, pour ne pas culpabiliser. Donc c'est ça mon conseil, si vous aussi vous allaitez votre enfant, anticipez un petit peu plus à l'avance. Donc si vous êtes toute seule, que vous devez faire cette opération, anticipez aussi tout ce qui est repas. Si vous avez d'autres enfants à la maison, anticipez les repas. Faites des petites barquettes de repas au moins pour 3-4 jours. Parce que moi, je vous dis que moi, j'étais restée allongée tous les jours pendant les 5 premiers jours. Certes, on avait expliqué qu'on n'avait pas le droit de rester tout le temps allongé, mais moi, je vous dis que j'en avais besoin. J'avais très mal. C'était pas plus le nombril qui me faisait mal, mais le bas-ventre. Là où il y avait un des points où ils ont mis quelque chose. Et après, c'est devenu le nombril qui me faisait mal. Et même jusqu'à maintenant, là, donc du coup, janvier, février, mars, on est en mars. Ça ne fait qu'on va dire 1 semaine où mon nombril n'est plus aussi dur qu'avant. Parce que depuis l'opération, c'était dur. Et dès que je le touchais un petit peu, j'ai eu le malheur de le cogner quelque part. Pas mon nombril, mais mon ventre. Mon nombril me fait mal. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire? Après, je pense que si c'était un choix de faire cette opération, on ne peut qu'être heureuse de l'avoir fait. Donc il faut ne pas avoir honte de l'avoir fait, justement. C'est le but de ma vidéo, parce que j'ai regardé sur YouTube, il n'y a presque pas de témoignages. Après, peut-être que j'ai mal cherché, mais il n'y a presque pas de témoignages. Moi, j'ai voulu me rassurer. J'ai regardé dans les forums. C'est là qu'on trouve quelques informations. Mais on ne va pas parler de l'allaitement, par exemple. J'ai vu 2 ou 3 posts sur l'allaitement. Mais moi, j'aimerais que les femmes soient plus libérées, qui n'ont pas honte de leur choix, que s'ils ne veulent plus avoir d'enfants, que s'ils ne veulent pas avoir d'enfants, qu'ils ne doivent pas avoir honte, que c'est leur choix, comme c'est mon choix aujourd'hui. J'ai fait le choix de ne plus avoir d'enfants parce que j'ai 6 enfants, que j'ai envie de profiter de mes 6 enfants, que j'ai envie de les voir grandir sans tout le temps être malade par la grossesse ou par après l'accouchement. Je n'étais pas malade, mais une grossesse, c'est très fatigant. Un accouchement, c'est très fatigant. Les nuits blanches, comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est très fatigant. Changer les couches à minuit,
On peut dire que c'est normal, tu es maman, mais c'est très fatigant. On compte ça de 0 à 6 mois, à 7 mois, 8 mois, même pour un mois, même si à un mois, votre bébé fait ses nuits, c'est impossible. Moi, là, j'ai plein de cheveux blancs, je suis très fatiguée. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas heureuse d'être une maman, mais je veux juste dire la vérité. La vérité, c'est que être une maman, c'est fatigant, c'est usant. Et si on fait le choix de se reposer, si on nous donne la possibilité justement de ne plus être dans cette situation parce qu'on estime qu'on a assez donné, juste plus envie de faire un enfant, qu'on ne nous juge pas. Donc voilà, j'espère que j'aurai pas trop de jugement dans mes commentaires, j'espère n'avoir blessé personne et j'espère que ça a aidé d'autres femmes qui, comme moi, avant cette opération, s'est posé 10 000 questions. Et si j'ai pas répondu à vos questions et que vous avez encore d'autres questions qui vous tracassent dans votre tête actuellement, n'hésitez pas à me les poster dans les commentaires ou si vous voulez que ça soit un petit peu plus privé, de passer sur mon compte Instagram Soraya Family. Je me ferai plaisir de vous répondre, bien sûr si j'ai le temps. Parce que vous savez, comme j'ai dit 10 000 fois dans la vidéo, j'ai 6 enfants. Sur ce, je vous dis au revoir.